La nuit était sombre lorsque tout a commencé à basculer au commissariat. Teddy avait été ramené après avoir agressé des policiers. L'officière de police procéda à la fouille de routine et découvrit que Teddy portait une blessure par balle. Dans son sac bleu, il n'y avait qu'un simple classeur, rien d'autre. Teddy ne dit rien, se contentant de fixer intensément la porte. Selon le protocole, l'officière soigna sa blessure, tout en devinant que Teddy avait provoqué l'altercation pour se mettre à l'abri dans le commissariat, mais Teddy resta silencieux. Avant d'entrer dans sa cellule, Teddy appela sa femme pour qu'elle parte rapidement avec leur enfant, mais son téléphone tombait toujours sur la messagerie. Avec cette inquiétude au cœur, Teddy fut placé dans sa cellule, et c'est à partir de cet instant que le commissariat s'engagea sur une pente apocalyptique. Alors qu'on installait Teddy, 2 policiers ramenèrent un conducteur ivre. L'odeur corporelle de l'homme était si forte qu'elle faillit faire suffoquer les agents. L'ivrogne ne possédait qu'un appareil pour contrôler le diabète. Les policiers, sans vérifier plus avant, le jetèrent dans une cage transparente, à côté d'un autre ivrogne inconscient, face à Teddy. Voyant le degré d'ivresse, les policiers ne se méfièrent pas du tout, mais Teddy était extrêmement tendu. Une fois les policiers partis, l'ivrogne se leva soudain et commença à marcher de long en large, suivant le rythme de Teddy. Cet homme, nommé Bob, était un tueur professionnel. Son prétendu état d'ivresse n'avait qu'un seul objectif, infiltrer le commissariat pour tuer Teddy et récupérer le classeur. Teddy, quant à lui, ne pouvait révéler la vérité aux policiers à cause de ses propres affaires louches, et sa femme et son enfant étaient encore dehors. Mais désormais, tous deux étaient enfermés dans leur cage métallique, et Bob n'avait aucune arme, ce qui donnait à Teddy un certain avantage. Il choisit donc d'observer la manière dont Bob allait agir, tandis que ce dernier, silencieux, s'assit pour calculer le temps. Pendant ce temps, à l'extérieur, un collègue consultait les archives et découvrit que Teddy avait été arrêté 22 fois sans jamais être inculpé et avait toujours été libéré. Une seule explication possible, Teddy bénéficiait d'une protection et d'un blanchiment officiel. Au commissariat, Cooper reçut un message d'une organisation criminelle et profita d'un moment d'inattention pour échanger de la drogue dans la salle d'épreuve. À l'intérieur, le chef le réprimandait constamment pour son incompétence, tandis qu'à l'extérieur, il était menacé par le crime organisé. Il n'avait aucune autorité de policier. L'échange, fait dans la précipitation, réussit, il put jeter le paquet avant que ses collègues n'entrent, puis feignit de vérifier les preuves pour passer inaperçu. Pendant qu'il parlait avec ses collègues, l'autre ivrogne dans la cage se réveilla. Un agent, voyant l'homme se lever pour aller aux toilettes, se déshabilla et se prépara à mettre son plan à exécution. Juste au moment où le chronomètre de sa montre revenait à 0, l'appareil de contrôle du diabète que l'ivrogne avait remis à l'entrée libéra sa fumée exactement comme prévu. L'imbécile se sentit encore plus confiant, persuadé que l'homme en face de lui n'était qu'un vieil inoffensif. Mais l'agent en face n'accordait aucune attention à son arrogance, jusqu'au moment où l'alarme incendie retentit. Tous les policiers furent attirés par le bruit, sauf le chef de service, qui entendit les cris et se précipita à l'intérieur. Il ouvrit la cellule et se plaça devant la victime. L'assaillant pensait pouvoir enlever la vie de Teddy simplement en ouvrant la porte, mais il ne s'attendait pas à ce que l'arme du chef soit déjà braquée sur lui. L'agent qui voulait résister se retrouva rapidement bloqué par l'arrivée d'autres policiers. Pour assurer le succès de l'opération, il jeta son arme et coopéra en se faisant menotter, avant de retourner dans sa propre cellule pour s'y attacher lui-même. Le chef, quant à lui, porta secours à la victime, qui fut immédiatement transportée à l'infirmerie. Heureusement, le chef avait quelques connaissances médicales et put, à l'aide d'un petit scalpel, ouvrir une voie respiratoire, sauvant de justesse sa vie. À ce stade, tout observateur pouvait déjà deviner une partie de la vérité. Pendant ce temps, Cooper reçut un appel d'un numéro inconnu, lui demandant de coopérer avec un tueur pour éliminer Teddy dans sa cellule. Peu après, le chef retourna dans la cellule et commença à interroger Teddy pour savoir pourquoi il était traqué. Mais Teddy n'était pas idiot, s'il avait pu parler plus tôt, il l'aurait fait. Voyant qu'aucune communication normale ne fonctionnait, le chef ouvrit alors la cellule de l'agent précédemment menotté. Si Teddy persistait à se taire, l'agent serait placé dans sa cellule. Cette menace fit réfléchir Teddy. Pour ne pas se faire éliminer, il décida de révéler la vérité. Teddy était propriétaire d'un club privé qui servait de lien entre des personnes influentes, leur offrant un lieu de rencontre et de coordination. Lors de l'expansion des affaires de jeu dans le Nevada, Teddy avait tenté de recruter le procureur Fenton, mais celui-ci refusa et enregistra en secret leurs échanges. Résultat,
Phantom fut éliminé par des forces plus puissantes, et Teddy se retrouva également sur la liste des personnes à abattre. Connaissant tous les secrets compromettants des politiciens et des grands patrons, sa vie n'avait déjà plus aucune valeur. La première tentative d'assassinat échoua, et Teddy survécut par chance. Il se cacha ensuite et transféra illégalement d'importantes sommes d'argent des membres de son club. Jusqu'à 24 heures auparavant, 2 policiers corrompus l'avaient capturé, et le FBI avait localisé leur cachette. Dès qu'ils descendirent des véhicules, un échange de tirs éclata. Teddy fut touché à un endroit non vital. Il souffla, fit un détour, et pénétra dans un véhicule, profitant de la confusion pour s'enfuir à toute vitesse. Lorsqu'on rapporta l'histoire à l'inspecteur, celui-ci dépêcha ses collègues sur les lieux du prétendu affrontement pour chercher des traces et des corps. Les policiers de terrain, proches du lieu, confirmèrent rapidement qu'ils ne trouvaient rien, pas de cadavre, pas de douille, pas de sang. Rien ne laissait penser qu'un échange de tirs avait eu lieu. Cela semblait étrange, Teddy n'avait aucune raison d'inventer une fusillade. Sans solution, l'inspecteur appela un détective de Las Vegas, qui le prévint que Teddy était extrêmement dangereux et devait être transféré au plus vite. Il ajouta que la femme et l'enfant de Teddy avaient été retrouvés morts dans une rivière. Pendant qu'il prononçait ces mots, ses subordonnés éliminaient les policiers corrompus et les agents du FBI. Après l'appel, l'agent féminin fit pousser les corps dans le fleuve et informa ses supérieurs que l'inspecteur en charge semblait en savoir trop. De retour dans sa cellule, Teddy n'apprit pas la mort de sa famille et l'on lui ordonna de rester patient, d'autres policiers viendraient poursuivre l'enquête. Soudain, un véhicule arriva devant le commissariat. Le chauffeur descendit en tenant un ballon et se dirigea vers l'entrée. À l'intérieur, un policier consultait le dossier d'un criminel nommé Anthony. Le porteur de ballon s'approcha et tira sans prévenir. La victime s'effondra, sans aucune chance de réagir. 2 policiers revenaient à ce moment, et Anthony s'assit calmement, expliquant que ses collègues étaient tombés au sol sans raison. Personne au commissariat ne se doutait qu'un tueur professionnel se trouvait à la porte. Anthony élimina 3 personnes sans effort, riant de la faiblesse des policiers. C'était la réalité d'un commissariat isolé, aucun sens de la vigilance, chacun passait son temps à glander. Tous avaient maintenant trouvé la mort. Le policier chargé de la sécurité courut vers les cellules, tandis qu'Anthony, derrière lui, ouvrit un feu nourri. Le policier ne put ouvrir sa porte immédiatement et profita du temps pour changer le code de sécurité. Avec déjà tant de morts, agir seul sans communication avec ses collègues était la seule option sûre. Anthony tira avec une mitraillette, créant un effet similaire à une Gatling. Heureusement, le code fut changé à temps, et la vitre par balle atteignit sa limite. En voyant la situation, le policier comprit ce qui s'était passé. Le pire, il avait été touché par balle, mais par accident, la déviation de son propre tir lui avait infligé la blessure. À l'extérieur, Anthony observait la situation à travers la fenêtre avec une impression de contrôle total. Bob, appuyé contre le mur, le mit en garde de ne pas lui voler son « affaire », sinon il n'hésiterait pas à l'emmener avec lui. Mais aux yeux d'Anthony, quelqu'un appuyé contre un mur ne représentait aucune menace, d'autant plus que lui et Teddy étaient enfermés dans la prison. Anthony se permit donc de se moquer de lui et de lui faire un petit spectacle, avant de quitter l'entrée. La situation à l'intérieur était devenue extrêmement précaire, tout le commissariat était presque entièrement décimé. Le policier survivant n'avait aucun soutien et ses blessures ne tiendraient pas longtemps. Pour espérer survivre, au moins 2 personnes devaient être libérées. Mais lesquelles? Alors qu'il réfléchissait, la voix de Cooper se fit entendre. Sans le nouveau code, il ne pouvait pas entrer. Le policier survivant, conscient de la trahison et de la situation, ne lui faisait aucune confiance. Repéré, Cooper abandonna son déguisement et menaça de tirer sur le policier s'il en avait l'occasion, avant de rejoindre Anthony pour trouver une autre solution. Peu après, Cooper sortit un plan, la cellule de Teddy était juste à côté des vestiaires, dont les murs n'étaient pas renforcés. Avec du temps et un peu d'effort, il serait possible de percer le mur. Cooper commença à frapper le mur avec un marteau, tandis que les policiers à l'intérieur comprirent que le temps pressait. Teddy et Bob exigèrent alors les clés auprès du policier. D'un point de vue stratégique, Bob aurait pu neutraliser Anthony, mais en tant que tueur professionnel, il risquait de tuer Teddy et lui-même s'il sortait. Teddy, en revanche, avait déjà été honnête et n'avait pas appris la mort de sa famille, ce qui faisait pencher la confiance du policier en sa faveur. Finalement, il lança les clés à Teddy. Teddy sortit,
rendit les clés et prit l'arme du policier, promettant de revenir le sauver. Le visage de Teddy exprimait toute sa douleur. Il se tourna vers Bob et lui demanda qui avait tué sa famille. Bob, par expérience, supposa que le coupable était probablement Anthony, le fou à l'extérieur. Teddy, ayant connaissance de cela, sortit de sa cellule, prêt à se venger. Peu après, 2 policiers revinrent au commissariat. En entrant dans le hall, ils ne virent personne, mais entendirent le bruit du mur qu'on frappait. Suivant le son, ils découvrirent des douilles et des chargeurs vides. Arrivés au vestiaire, ils virent Cooper frapper le mur de façon obsessionnelle. Ils suppliaient Anthony de l'épargner, et Cooper tentait également de plaider en sa faveur. Mais Anthony, voyant que les 2 hommes étaient amis, eut de nouvelles idées, il tendit son arme à Cooper pour qu'il tire lui-même, peu importe, puisque le chef était déjà mort. Teddy interrompit ce rythme, ramassa une mitrailleuse et entra dans un mode de combat total. Bob, déjà libéré de ses menottes, prévint le policier que Teddy ne reviendrait pas. Libérer une seule personne n'était pas suffisant, les 2 devaient sortir pour rétablir l'équilibre. Pour le policier blessé, un allié supplémentaire ne pouvait que l'aider. Dans l'obscurité, Teddy jouait au chat et à la souris avec Anthony. Cooper profita de la confusion pour s'échapper, mais il rencontra Bob à mi-chemin. Cooper n'avait plus aucune chance, Teddy, de son côté, ne trouvait pas Anthony. Soudain, 2 coups de feu retentirent, Cooper s'effondra. À sa grande surprise, c'était lui, Cooper, qui venait de tomber. Il sortit un couteau et réussit à blesser la main de Bob, mais ce dernier resta impassible, prêt à le neutraliser. Après Anthony, Bob dégaina son couteau, prêt à achever Anthony pour la prime promise. Mais Teddy surgit soudain à côté de lui. Bob, homme de principe mais émotionnellement marqué, voulait que Teddy exécute Anthony pour venger sa famille. Teddy retourna dans le couloir de la cellule. Il ne sauva pas le policier survivant. À la place, il versa 2 seaux d'essence sur le sol et y mit le feu avec une seule balle. C'était le style de Teddy, si une opportunité se présentait, il éliminait toutes les menaces autour de lui. Teddy, après avoir calmement pris un peu de nourriture, aperçut une trousse de premiers secours utilisée. Derrière lui, le policier survivant le surprit. En sortant, Bob avait amené le policier avec lui. Face au feu, toute explication de Teddy était inutile. Du point de vue de Teddy, le policier survivant était désormais la seule personne vivante, blessée, et il n'y avait plus de masque à tenir, il fallait agir. Arrivé à l'étage, il n'avait plus de munitions, mais se rendit à l'armurerie. Pendant que le policier rechargeait, Teddy saisit un M4 et repartit à l'assaut. Sous un feu nourri, le policier ne put riposter, déjà affaibli par ses blessures. Teddy utilisait la tactique du « frapper à tout prix ». Teddy continua de tirer sans relâche, forçant le policier jusqu'au bureau du chef. Il changea de chargeur, et le policier trouva un revolver dans le tiroir du chef. Le feu bloquant la route à droite, Teddy dut affronter le policier pour pouvoir se déplacer. Après avoir esquivé les tirs, il repartit en tirant. Encore sous le feu, Teddy fut touché par une dernière balle du policier. Il s'effondra, épuisé, sans force pour riposter. Le policier s'avança, ramassa une arme au sol, sans écouter une seule parole de Teddy. Bob, toujours en vie, n'avait jamais quitté son poste, il était occupé à neutraliser Anthony. Il ramassa l'arme au sol et mit fin à la confrontation. En tant que tueur renommé, Bob respectait ses principes, accomplir la mission donnée et récupérer la prime. Après avoir aidé le policier survivant à se relever, il quitta le commissariat avec satisfaction, emmenant avec lui les autres prisonniers et laissant derrière lui le chaos total.